Je n'ai jamais aimé le réveillon du Nouvel An chez mes parents. Mais cette année, j'ai su que quelque chose n'allait pas dès l'instant où j'ai posé le pied sur leur porche avec mon fils de 8 ans, Mason. La maison brillait de lumière dorée, la musique résonnait à fond, des voix riaient à l'intérieur. Mais quand j'ai frappé, les rires n'ont pas cessé. Personne ne s'est précipité pour ouvrir. Personne n'a dit « Bonne année ». Ils ont entrouvert la porte comme si j'étais une représentante. Mon père m'a d'abord foudroyé du regard. « Tu es en retard ?» a-t-il lancé. J'ai vérifié mon téléphone. Il est 19h12. Exactement, a dit ma mère derrière lui, plissant les yeux. On s'attendait à ce que tu gâches l'ambiance ce soir. L'ambiance. Encore ce mot stupide. Ils croyaient que tout ce qui n'allait pas dans leur vie, les factures, le stress, les maux de tête, le mauvais temps était de ma faute. Et d'une manière ou d'une autre, celle de Mason aussi. Je suis entrée sans bruit, resserrant ma prise sur la main de mon fils. Le salon était plein. Ma sœur, son mari, leur fille en tenue brillante assortie, tous confortablement assis autour de la cheminée. Mon fils et moi sommes restés plantés dans l'embrasure froide de la porte, comme des figurants indésirables. Ma sœur Kayla a eu un sourire narquois. « Waouh, tu as vraiment mis ça? Pour le nouvel an ?» Elle ne parlait même pas de mes vêtements. Elle parlait de tout ce qui me concernait. Mason s'est caché derrière moi, mal à l'aise. « Va dire bonjour », ai-je chuchoté. Kayla a ricané assez fort pour que toute la pièce l'entende. « Pourquoi? Il porte la poisse, comme sa mère. » La tête de mon père s'est tournée brusquement vers Mason. « Tiens-toi droit. Pas avachi. Tu as l'air faible. » Il avait 8 ans. Ma mère m'a fourré un sac en plastique dans les mains. « Mets les boissons dans la cuisine et ne casse rien. Tu gâches déjà assez de choses. » Mason m'a tiré par la manche. « Maman, j'ai faim. » Avant que je puisse répondre, mon père a aboyé. « Il peut attendre. » Les enfants comme lui doivent apprendre la discipline. Les enfants comme lui. Chaque année, j'avais l'impression qu'ils écorchaient un peu plus une partie de lui, une partie de moi. Le dîner n'était pas prêt pour nous. Tous les autres avaient des assiettes. Mason et moi n'avions rien. Ils nous ont dit d'attendre devant la cuisine jusqu'à ce que les adultes aient fini. Mason s'est appuyé tranquillement contre moi, son petit corps chaud pressé contre mon flanc. L'horloge a sonné 20h30, puis 21h10, puis 21h40. Ma mère est sortie avec un plateau de nourriture, du steak pour les enfants de Kayla, du saumon rôti pour son mari, de la purée à l'ail, tout était chaud et raffiné. Quand Mason a tendu la main vers un morceau de pain sur la table, mon père lui a frappé la main si fort qu'il a poussé un cri. Mon père m'a fusillé du regard. « Ton fils prend ce qui n'est pas à lui? C'est toi qui lui as appris ça? » « Il a faim, ai-je dit, la voix tremblante. « Pas mon problème, » a dit ma mère en sirotant son vin. Tout s'est envenimé lorsque le compte à rebours a été mentionné à la télévision. Ma famille avait cette croyance insensée que la première personne à apporter de mauvaises ondes avant minuit affectait l'année entière. Et devinez qui ils blâmaient? Moi et mon fils. Chaque année. Cette année, ils avaient décidé de purifier leur chance. À 22h, Kayla a accidentellement renversé du jus et a accusé Mason. Tu vois? Il ruine déjà l'ambiance. Mets-les dehors avant minuit. Mon père s'est levé lentement, la colère montant comme une tempête. C'est vous deux qui portez la poisse, a-t-il dit. Aujourd'hui, on y met fin. Je me suis mise devant Mason. Nous partons. Ne touche pas à mon fils. Mais mon père m'a giflé avant même que j'aie fini ma phrase. Une douleur fulgurante a explosé sur ma joue. Mason s'est mis à hurler, essayant de m'éloigner, mais ma mère l'a attrapé par le bras. Arrête de pleurer, petite malédiction, a-t-elle sifflé. Elle a giflé lui aussi, assez fort pour faire voler ses lunettes de travers. Je l'ai repoussé instantanément. Ne le touchez pas. Mon père s'est précipité en avant, ma sœur applaudissant en arrière-plan comme si elle assistait à un match. Tu n'aboies pas chez moi, a-t-il hurlé en me poussant contre le mur. Son poing s'est abattu sur mes côtes, une fois, 2 fois, avant que je puisse me protéger. Mason a essayé de m'aider, jetant ses petits bras autour de la jambe de mon père en pleurant. Arrête, s'il te plaît, arrête de faire mal à ma maman. Mon père l'a repoussé d'un coup de pied, comme s'il était un déchet. Kayla s'est mise à rire. Pouah, il pleure trop, pas étonnant qu'il gâche tout. Ma vision s'est brouillée, mes côtes me lançaient. Mason était recroquevillé sur le sol, se tenant le ventre. Et puis vint le coup de grâce.
Ma mère a ouvert la porte de derrière. Un vent d'hiver glacial s'est engouffré dans la maison. Un blizzard avait commencé dehors. Neige épaisse, vent violent, température négative. A-t-elle dit. Nous mettons fin à la malchance avant minuit. Mon père m'a traîné par ma veste. Mason s'est agrippé à moi, terrifié. Je vais appeler quelqu'un, ai-je haleté. Non, tu ne le feras pas, a grogné mon père. Tu vas marcher, ça va te geler, ça nettoiera ta malédiction. Ils nous ont poussés tous les deux sur le porche arrière. Mason a trébuché dans la neige, pieds nus, car Kayla avait caché ses chaussures plus tôt. J'ai martelé la porte. C'est un enfant, vous ne pouvez pas? La porte m'a claqué au nez. À l'intérieur, la musique est devenue plus forte. Des verres ont tinté, le feu crépitait. La voix de ma mère a flotté à travers la fenêtre. À une bonne année, a-t-elle trinqué, maintenant que les ordures sont dehors? Les dents de mon fils claquaient violemment. Je l'ai serré dans mes bras, le protégeant du vent tandis que nous nous accroupissions derrière l'abri de jardin, tremblant. Je suis là, je te le promets. Je ne te lâcherai pas, ai-je murmuré. Mais quelque chose en moi s'est brisé. Complètement, irréversiblement. Ma respiration était tremblante, mais ma voix est restée stable à son oreille. Ils voulaient laisser la poisse derrière eux, ai-je chuchoté. Alors maintenant, c'est moi qui vais les laisser derrière moi. Pour la première fois de ma vie, je ne pleurais pas. Je planifiais. Et je ne planifiais pas notre survie. Je planifiais une vengeance. Froide, calculée, personnelle, et bien loin des fins poétiques où l'on tourne la page auxquelles ils s'attendaient. Ils allaient ressentir quelque chose qu'ils n'avaient jamais cru possible, la perte. La même perte qu'ils m'avaient forcé, ainsi que mon fils, à avaler pendant des années. Ce soir-là, l'horloge n'avait pas encore sonné minuit, mais le compte à rebours de ma vengeance avait déjà commencé. Le vent hurlait autour de nous, coupant à travers nos vêtements comme des couteaux. Je serrais Mason fort contre moi, lui frottant les bras pour tenter de le garder au chaud. Chaque fois qu'il gémissait, ma rage se resserrait comme un poing autour de ma gorge. Leur rire provenait, étouffé, des murs de la maison derrière nous, indéniablement festifs, comme s'ils venaient de jeter les ordures et profitaient de l'espace propre. J'ai vérifié ma poche. Mon téléphone avait disparu. Je savais déjà où. Ma sœur l'avait probablement pris, accidentellement exprès. Elle adorait me rendre impuissante. Mais ils avaient oublié une chose. La poche de mon manteau contenait un double de la clé de ma vieille voiture, une antiquité que je garais au bout de la rue parce que mon père détestait la voir dans l'allée. Ça fait pauvre, disait-il. J'ai soulevé Mason et j'ai commencé à avancer péniblement dans la neige qui s'épaississait. Il s'accrochait à mon cou en murmurant. Maman, j'ai peur. Mes pieds me font mal. Je sais, mon cœur, ai-je chuchoté. Mais nous ne resterons pas ici une seconde de plus. Ces 5 minutes m'ont semblé être les plus longues de ma vie, à pousser contre l'air glacial jusqu'à la rue. Quand nous avons atteint la voiture, Mason tremblait si fort qu'il pouvait à peine parler. Je l'ai fait entrer, je l'ai enveloppé dans une vieille couverture du coffre et j'ai mis le chauffage à fond. Quand l'air chaud l'a enfin atteint, il a éclaté en sanglots. De ceux qu'on ne simule pas, de ceux qui viennent d'une blessure que personne ne voit. Pourquoi il nous déteste, a-t-il sangloté. Je me suis figée, car je n'avais jamais répondu à cela, jamais osé. Nous n'allons pas rester là pour qu'il nous fasse encore du mal, lui ai-je dit en écartant les cheveux mouillés collés à son front. Je te le promets. Mais les promesses ne suffisaient plus. Pas après ce soir. Ils voulaient laisser la malchance derrière eux. Très bien. Je pouvais leur accorder cela. Ils ne reverraient plus jamais leur malchance. Mais pas de la manière dont ils le pensaient. J'ai conduit jusqu'aux urgences les plus proches, ignorant la douleur dans mes côtes, et j'ai fait examiner Mason. Un début de gelure aux orteils, un bleu sur le ventre à cause du coup de pied de mon père, ses petites mains qui tremblaient de manière incontrôlable. L'infirmière m'a regardé comme si elle connaissait déjà l'histoire derrière ses blessures. Que lui est-il arrivé? Ma mâchoire s'est crispée. La famille, ai-je dit. Elle a hoché la tête, comme si elle avait entendu ce mot 1 millier de fois avec la même signification. Pendant que le médecin le soignait, je suis allée aux toilettes, j'ai verrouillé la porte et j'ai laissé le miroir refléter la vérité. Ma joue était enflée, mes lèvres fendues, mes côtes douloureuses. J'avais encore de la neige dans les cheveux. C'est là que l'idée m'a frappée. Pas bruyante, pas en colère. Silencieuse, aiguisée, précise. Ils voulaient une nouvelle année propre. Ils voulaient que je disparaisse de leur vie. J'allais leur donner exactement cela, mais à mes conditions, pas aux leurs. Pas de pardon poétique, pas de confrontation dramatique, pas d'exposition virale. Pas de police, pas de tribunal. Ma vengeance serait pratique, froide, psychologique et définitive. Je suis retournée auprès de Mason et je l'ai embrassé sur le front.
Nous ne retournons pas là-bas, lui ai-je dit. Il a faiblement hoché la tête. D'accord. Mais avant de quitter cet hôpital, j'ai fait 3 choses. Première étape, le bureau des objets trouvés. J'ai demandé si quelqu'un avait trouvé un téléphone. Ce n'était pas le cas, mais ils m'ont laissé utiliser leur ligne fixe. Je n'ai pas appelé mes parents. Je n'ai pas appelé ma sœur. J'ai appelé tous les autres. Ma tante, mon oncle, les vieux amis de mes grands-parents, les amis de l'église de mes parents, leurs collègues, leurs voisins. J'ai dit une seule phrase à chaque fois, la voix tremblant sincèrement. Mes parents m'ont mise dehors avec mon fils pendant le blizzard. Il a des gelures. Je pensais que vous deviez savoir. Je n'ai pas ajouté de détails. Je ne les ai pas accusés de nous avoir battus. Je n'ai pas du tout raconté ma version de l'histoire. Les gens comblent toujours les vies d'eux-mêmes, et ils les comblent avec des choses pires que tout ce que j'aurais pu planifier. Deuxième étape, la discussion de groupe familial. Je me suis connecté à mes emails depuis l'ordinateur de l'hôpital et j'ai écrit un unique message adressé à tous ceux dont j'avais trouvé l'adresse. Je vous souhaite à tous une bonne année. Je passerai la mienne aux urgences après que maman et papa m'aient mise dehors avec mon fils pendant la tempête. Ceci est un adieu. Pas de colère, pas de diatribe, pas d'explication. Juste les faits, et le silence. Troisième étape, la fête du nouvel an de mes parents. Je n'y suis pas retournée. J'ai simplement programmé un message différé via mes emails. Félicitations, vous avez commencé l'année sans votre poisse. Ne me contactez plus. La prochaine fois que vous nous verrez, il sera trop tard. Et puis, je les ai bloqués partout. Tout ça pendant qu'ils étaient à l'intérieur de la maison, buvant, riant, trinquant, sans la moindre idée de rien. Cette nuit-là, ils ont célébré un nouveau départ, se vantant de s'être débarrassés de moi. Et je les ai laissés faire, car ils ne savaient pas ce qui les attendait. Parce que dès le lendemain, leur nouveau départ allait consumer leur vie entière de l'intérieur. Pas bruyamment, pas dramatiquement, pas poétiquement. Mais morceau par morceau, conséquence par conséquence, action par action. Le genre de vengeance qui ne crie pas. Elle ruine. Je ne leur ai pas parlé pendant 3 semaines. Pas d'appel, pas de SMS, rien. Le silence n'est pas poétique pour moi. Il est stratégique. Et je savais exactement comment mes parents fonctionnaient. Tout était une question d'image, de ce à quoi ils ressemblaient aux yeux du monde, de la perfection apparente de leur famille. Alors, quand la moitié de la famille a cessé de les appeler, quand les voisins ont arrêté de leur faire signe en voiture, quand l'église a cessé de leur envoyer des invitations, ils ont craqué plus vite que prévu. Ils ne savaient pas ce qui s'était passé. Ils savaient seulement que tout le monde savait soudainement quelque chose. Et ils ne savaient pas d'où ça venait. Le premier coup a été porté lorsque l'amie de ma mère, Cheryl, celle dont elle se vante constamment, s'est présentée chez elle sans y être invitée. Je n'étais pas là, mais ma cousine a enregistré les conséquences. Ma mère était sur le porche, criant. Nous ne les avons pas jetés dehors, ils sont partis. Cheryl a juste répondu. Dans un blizzard, avec un enfant? Vous êtes répugnant. Et elle est partie. Le visage de ma mère s'est tordu d'une manière que je n'avais jamais vue. Pas de colère. De la peur. Bien. Le deuxième coup est venu lorsque l'administration de l'école de Mason m'a appelé. Moi. Pas eux. Je n'avais rien mis à jour, mais apparemment, l'un des parents que j'avais contacté avait envoyé un message privé et anonyme à l'école, les avertissant que mes parents étaient dangereux pour les enfants. L'école a mis mes parents sur une liste de contacts restreints, leur interdisant de façon permanente de venir chercher Mason. Mon père a essayé d'y aller en personne pour se plaindre. Ils ne l'ont même pas laissé franchir la porte d'entrée. Il m'a appelé 50 fois ce jour-là. Je n'ai pas répondu une seule fois. Le troisième coup est venu lorsque leurs amis de la fête du Nouvel An ont tout simplement cessé de les inviter. Les gens chuchotaient. Les gens les évitaient. Les gens les traitaient comme de la pourriture. Ils n'arrêtaient pas de se demander « Qui a parlé? Qui a parlé? Qui a parlé ?» Personne n'avait eu à le faire. Ils s'étaient dénoncés eux-mêmes au moment où ils avaient jeté un enfant dans une tempête de neige. Mais le coup final, celui qui les a brisés, est arrivé exactement un mois après le réveillon du Nouvel An. Je suis retourné dans cette maison. Pas pour pardonner, pas pour parler. Pour récupérer ce qui m'appartenait. Je me suis garé, j'ai remonté l'allée et j'ai frappé une fois. Mon père a ouvert la porte. Il avait les yeux cernés, les cheveux en désordre, comme s'il n'avait pas dormi correctement depuis cette nuit-là. Il a dégluti difficilement. « Rentre à la maison », a-t-il dit. « On a fait une erreur. » Derrière lui, ma mère a jeté un coup d'œil depuis la salle à manger, la voix tremblante. « Tu es toujours notre fille. Tu ne peux pas simplement nous effacer. » Je les ai regardés droit dans les yeux. « C'est vous qui nous avez effacés en premier, » ai-je dit. Mon père s'est avancé. « On fera mieux. On va changer. » J'ai brandi une liasse de papier. Pas des documents légaux. Pas des accusations. Pas des menaces. Juste un avis écrit. Mason et moi ne ferons plus partie de vos vies. Pas de visite. Pas de vacances.
Pas de contact. Vous vouliez une année sans poisse. Vous aurez toute une vie. Mon père a cligné des yeux, comme s'il ne pouvait pas assimiler les mots. La lèvre de ma mère tremblait. S'il te plaît, a-t-elle murmuré. On est seuls maintenant. C'est ce qui arrive, ai-je dit, quand on jette les seules personnes qui aient jamais tenu à vous. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas claqué la porte. J'ai juste tourné le dos et je suis parti, la main de mon fils dans la mienne. Mon père m'a appelé. Pas en colère. Pas exigeant. Suppliant. Mais je ne me suis pas retourné. Ma vengeance n'était pas poétique. Elle n'était pas bruyante. Elle n'était pas théâtrale. Elle était simple. Ils avaient perdu la seule chose qu'ils n'auraient jamais cru que j'aurais la force de prendre, nous. Et pour des gens comme eux, être ignoré fait plus mal que tous les coups qu'ils ont pu donner. J'ai attaché Mason dans la voiture, je l'ai embrassé sur le front et j'ai chuchoté. On commence bien l'année. Sans eux. Et pour la première fois de ma vie, je le pensais vraiment.